Tout le monde est à l'aise, tout le monde est bien. Très bien, ben, c'est ça. Là, pour la première question, peut-être que je vais vous faire répéter, vu qu'on s'est déjà un peu présenté et tout ça. On peut faire un petit tour de table en expliquant un petit peu notre relation avec le pays d'origine, la fréquence avec laquelle on retourne ou pas. Et ouais, on va commencer avec ça. Bonjour tout le monde, moi c'est Julie. Je suis d'origine vietnamienne. Je suis née à Montréal. Puis mon rapport avec le pays d'origine de mes parents, qui est le Vietnam, plus le sud du Vietnam, à préciser. C'est quand même assez différent entre le nord, le Hue, qui est le milieu, et le sud, qui est Ho Chi Minh. Puis pour ma part, je suis allée quand même 5 fois jusqu'à présent au Vietnam. J'ai encore de la famille au Vietnam. Puis c'est sûr que mon rapport au début, juste la manière de parler du pays, ma première fois, c'est à l'âge de 3 ans, mais je me rappelle pas vraiment, tu sais, à l'âge de 3 ans, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais vraiment, pour moi, mon premier voyage au Vietnam, c'était à l'âge de 17 ans. Je suis allée tout seule visiter la famille. Et là, je disais que j'allais au Vietnam pour visiter le pays. Puis aujourd'hui, comment je parle pour retourner au pays? Je dis, je retourne à la maison, voir la famille. Donc, mon rapport avec vraiment la terre a quand même changé avec le temps. Plus que j'y vais là-bas et plus mes liens se solidifient avec la famille aussi. Super. Est-ce que tu veux continuer? Oui. Donc, je m'appelle Ioana, je suis née en Roumanie et je suis venue ici à l'âge de 4 ans. J'ai pas de souvenirs en tant que tel de quand j'ai grandi en Roumanie. Mes premiers souvenirs, c'est vraiment une fois que je suis arrivée au Canada. Mais c'est vraiment comme dans les premiers jours où est-ce qu'on venait d'arriver. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant qu'on retourne en Roumanie après avoir immigré. Ça a pris 8 ans. Donc, j'étais déjà adolescente la première fois que je suis retournée en Roumanie. Puis je pense que pendant toute cette période-là, pour moi, il y avait comme une vision dans ma tête de ce qu'était le pays, qui était vraiment basée sur ce que mes parents me racontaient. Puis après ça, une fois que je suis allée pour la première fois, j'ai pu me faire ma propre opinion. Je suis allée quand même très souvent quand j'étais enfant, presque tous les étés. Mais depuis cégep, université, j'ai commencé à travailler. J'ai moins le temps d'y retourner. Très bien. Mon nom est Étienne. Je suis née en Chine et j'ai immigré ici quand j'avais 7 ans. Donc, mon rapport avec le pays, on dirait que c'est un transfert graduel d'identité, on dirait, avec le temps. Donc, au départ, quand j'étais très jeune, j'arrivais, je me demandais mes parents, c'est quand qu'on retourne? J'aime pas ici. C'est moche. Mais avec le temps, je me suis habituée. La première fois que je suis retournée, ça a pris aussi du temps. J'avais, je pense, à peu près 12-13 ans. Et là, c'était pour visiter de la famille, mais rendu là, il y a un changement qui s'est fait, que c'était moins de retourner à la maison, mais c'est plutôt de visiter. Donc, ce changement-là, donc, que j'ai approprié ici comme étant, dans le fond, ma résidence. Et cette impression aussi, ça a vraiment continué d'évoluer avec le temps. Je ne suis pas retournée très souvent, 3 fois au total pour visiter. Et la dernière visite, c'était cette année, en fait. Donc, c'était très récent. On dirait que je revenais de moins en moins de visages à chaque fois que j'y retourne. Et c'est quelque chose de mélancolique aussi. Moi, c'est Imen. J'ai 22 ans. Je suis arrivée ici, je suis algérienne. Je suis arrivée à l'âge de 15-16 ans. Et je suis retournée une seule fois. Mon rapport avec mon pays d'origine, je dirais que l'Algérie, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est la famille. C'est comme une maison que... C'est ma maison, ça reste... C'est une grande partie de qui je suis. C'est comme une partie de nous, c'est une partie de moi que j'ai... qui est toujours en moi, mais qui est très loin aussi. Donc il y a beaucoup de tristesse aussi qui vient avec ça, il y a de la mélancolie, mais en tout cas, il y a toute une complexité qui vient avec le fait d'avoir immigré. Et c'est ça. Et tu y retournes souvent? Je suis retournée une seule fois depuis que je suis venue, pour plusieurs raisons. Super, merci. Moi, je m'appelle Selimani, donc je suis née en Belgique et je suis d'origine congolaise. Et en fait, je suis la seule, mais je ne suis jamais partie au Congo. Voilà. Mais j'ai voulu y aller 4 fois et 4 fois ça a avorté. Voilà. Bon. Et donc, le rapport que j'ai au Congo est très, très chauviniste. Voilà, pour moi, le Congo, c'est le meilleur pays du monde entier. Mais après, il y a toujours ce rapport lorsque je suis avec des vrais Congolais, justement. Lorsque je suis avec des personnes, surtout ici à Montréal, des étudiants étrangers, ou même pas des étudiants, mais des Congolais qui vivent et qui ont grandi au Congo.
je vois quand même la différence et surtout, on me fait montrer que je ne suis pas une vraie Congolaise. Alors, j'ai l'impression en fait que je comprends ça par tous mes objets d'études. Donc, moi, je fais ma recherche en sociologie sur la manière dont les Baluba, donc c'est un peuple au Congo, la manière dont les femmes Baluba se marient. Donc, j'essaye vraiment en fait de pouvoir être une vraie Congolaise via donc, mon expertise sociologique en fait. C'est dans le cadre de mes études que je vais partir pour la première fois au Congo. Et donc c'est ça, comme on dit. Super, très bien. Comme première question pour débuter ça, le fait de retourner ou pas dans votre pays d'origine, comment ça impacte votre construction identitaire? Moi, la seule fois quand je suis retournée, ça m'a apporté du réconfort, mais ça a un peu approfondi aussi la tristesse. Parce que quand on y retourne, je vais parler pour moi-même, mais je crois que c'est dans la majorité des cas, c'est ça aussi. Quand on y retourne pour la première fois, c'est vraiment là qu'on réalise ce qu'on a sacrifié, ce qu'on a vraiment perdu. Quand on voit des enfants qui ont grandi, quand on reconnaît de moins en moins de personnes, et quand on voit que les gens ont changé, mais qu'on n'a pas été là. Et que nous aussi, quand on réalise que nous aussi, on est devenu une personne différente, tout ça déstabilise un peu et puis ça approfondit la douleur un peu, le deuil, je dirais. Donc, est-ce que pour vous aussi, il y a une question de deuil qui revient un petit peu dans ce développement-là personnel? Je peux y aller. De mon côté, vu que je suis partie de là-bas quand j'avais 4 ans, j'ai pas nécessairement cette partie-là de deuil, mais je le vois beaucoup dans mes parents. Puis à chaque fois qu'on y retourne, ils sont toujours vraiment excités d'y aller. Puis quand on revient, ils sont toujours très tristes. Donc, je le vois vraiment dans leur comportement, ce deuil-là. Ce que je mentionnerais aussi, c'est que j'ai l'impression que comme quand nous, on n'est pas là, dans notre tête, on a une conception figée du pays d'origine, puis on s'attend un peu à ce que les choses restent pareilles là-bas parce que nous, on n'y est pas. Fait que là, quand on y retourne, il y a comme ce clash-là entre ce à quoi on s'attend versus ce qui est là-bas. Puis les gens là-bas, ils continuent de vivre, les choses continuent d'avancer. Puis quelque chose que je vois surtout, c'est par exemple les frères, les sœurs de mes parents. Eux, ils continuent de faire des choses. Ils sont plus proches entre eux. Puis mes parents, au contraire, sont plus éloignés, sont moins au courant des choses. Ils ont moins la possibilité de voir leurs parents, de prendre soin de leurs parents, tout ça. Donc, c'est comme, il y a 2 vitesses qui existent en même temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté aussi? Oui. Moi, si je peux rebondir, c'est vraiment le fait... on remarque vraiment que qu'on se sent un peu de plus en plus exclu, mais de manière très vraiment doucement, tranquillement. C'est pas brusque, c'est pas brutal, c'est naturel et on sent que les liens se fragilisent de plus en plus parce qu'on n'est pas là, puis ça se comprend. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui associent un petit peu le fait de retourner fréquemment ou pas fréquemment avec de la tristesse? Pas nécessairement de la tristesse quand j'y retourne, mais c'est sûr le sentiment de deuil, c'est déjà présenté à un moment donné dans mes réflexions où je me disais, veux pas quand même, mon seul lien avec la terre natale, c'est mes parents. Puis c'est ça, c'est une fois que, par exemple, mes parents ne seront plus sur cette terre, quel est le lien réel qui va encore maintenir avec le pays d'origine? Et à ce moment-là, ça m'a vraiment frappée. Puis je suis vraiment devenue émotive à ce moment-là parce que ça m'a beaucoup re-questionné. Finalement, est-ce que c'est juste un peu un sentiment imaginaire que j'aurais envers le Vietnam? Est-ce que vraiment je peux m'approprier cette identité-là? Mais avec le temps, plus que je retourne au Vietnam, mais moi, pour ma part, quand je vais là-bas, je me sens vraiment que, enfin, je peux vivre cette expérience-là d'être un enfant. Parce que vu que mes parents sont arrivés ici, puis ils ne parlaient pas français ni anglais, moi, j'ai vraiment grandi en étant l'enfant traductrice à la maison. Là, tout le monde sourit, fait que vous savez qu'est-ce que c'est. Puis, fait que le fait que quand tu es l'enfant traducteur, fait que là, à 6 ans, ben, tu traduis des papiers de la banque. Comme tu dois faire des négociations pour les assurances à 8 ans. Comme fait que, je me suis toujours sentie responsable de mes parents en étant ici. Puis quand je vais au pays,
là, c'est eux qui deviennent responsables de moi pour me montrer, tu sais, sont où les hits du quartier, par exemple, qu'est-ce qu'elles devraient essayer au niveau des restaurants, s'ils sont encore existants. Et là, vraiment, qui prend la responsabilité de parents, puis là, il me donne des règlements que j'en ai pas nécessairement ici. Fait que pour moi, ça me fait quand même du bien, parce que je vis vraiment un autre rapport que je vais pas nécessairement expérimenter en retournant au Canada, puis au Québec avec mes parents. Puis c'est sûr que plus que je vais là-bas, plus que je suis à l'aise. Tu sais, quand c'est rendu, je peux négocier dans les marchés, c'est quand même bon signe, là, comme pour réduire les prix. Puis c'est sûr qu'avec les personnes, ils vont reconnaître que je suis une occidentale. Tu sais, juste mon accent, la manière comment je m'habille, même la démarche. Je fais juste sortir, puis ils savent automatiquement. Puis on est quand même un petit quartier qui est soudé, qui se reconnaissent, donc ils savent. Puis souvent, ils vont demander « Ah, mais c'est qui cette personne-là? » Puis là, ils vont dire « Ah, c'est la grande fille, le nom de ma mère, qui est Ting. » Puis là, ils vont faire comme « Ah, c'est sa grande fille. Ah, mais tu sais... est-ce qu'elle comprend le vietnamien? » Puis là, ma grand-mère, tout de suite, elle me défend en disant « C'est une vietnamienne, elle sait parler le vietnamien, elle comprend. C'est pas parce qu'elle habite ailleurs, ça veut pas dire qu'elle est pas vietnamienne. » Fait que le fait que j'ai été témoin de tellement ces formes d'interaction dans ma famille, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup soulagée dans les moments où il y avait ce genre de rupture, peut-être, avec ces identités. Surtout, tu sais, par exemple, quand on vit malheureusement du racisme ici, qui nous font beaucoup questionner, est-ce qu'on peut être québécois ou est-ce qu'on peut être une personne occidentale et arriver là-bas, que finalement, on n'est pas nécessairement reconnu à 100% aussi par les questions qu'on nous pose, qu'on nous regarde. On nous parle juste en anglais, par exemple, en pensant qu'on ne comprendrait pas le vietnamien. Mais ce qui est bon, parce que des fois, je peux comprendre s'ils sont en train de parler négativement aussi, là. Fait qu'il y a tout ça qui jouait en jeu pour ma part. Comme prochaine question, peut-être pour que tu rebondisses un peu plus, ce serait justement comment vous le vivez au niveau de la construction identitaire, le fait d'avoir des origines différentes du pays dans lequel vous habitez. Je le formulerai un petit peu de cette manière-là. Donc pour toi, c'est la Belgique et le Congo. Oui. Comment tu vis cette pluralité d'identité au quotidien? Oui, donc en fait, moi, en Belgique, ce que les personnes haïtiennes représentent à Montréal, c'est ce que les Congolais représentent en Belgique, c'est-à-dire que c'est la minorité visible. Donc les personnes congolaises en Belgique, on est la minorité majoritaire. C'est-à-dire que en rue, j'ai 2 chances sur 2 qu'une tantine vienne me parler en lingala, parce qu'il y a majoritairement que des personnes congolaises. Et donc, ce sentiment d'avoir une autre origine, en tout cas en Belgique, mais je le sens pas vraiment. Enfin, en plus, il y a un rapport colonial entre la Belgique et le Congo, donc c'est clair et net que c'est un enchevêtrement d'histoire. Et pour ton rapport à l'identité, lorsqu'on est dans le pays d'accueil, entre grands guillemets, versus le pays d'origine, on n'est ni l'un ni l'autre. En gros, on est vraiment le mélange des deux. Et c'est encore plus challengeant lorsque ces 2 points, ces 2 origines, ces 2 nationalités, on va dire, non, cette nationalité, cette origine, c'est un peu en conflit. Moi, c'est ce que je ressens, puisque je suis de nationalité belge, mais je suis d'origine congolaise. Tout le sang qu'il y a entre ces 2 peuples, c'est assez compliqué, c'est assez... oui, c'est vraiment, on va dire que c'est assez complexe que de se sentir les 2. Je pense que pour moi, c'est toujours les 2, mais tu as toujours aussi un pied dans chacun. Fait que c'est les 2, mais c'est pas un à la fois, c'est les 2 en même temps, tout le temps. Je pense que surtout dans mon cas, vu que je suis venue ici à 4 ans, mes parents étaient très impliqués, puis pour eux, c'était vraiment important qu'on parle roumain à la maison. On faisait de la nourriture roumaine à la maison, les plats traditionnels. Au début, on allait souvent dans des événements roumains. Surtout dans les premières années, il y avait vraiment ce désir-là d'être entouré de la communauté roumaine, puis comme ramener un peu cette part-là de confort puis de connu pour eux. Maintenant, c'est comme ils ont leurs amis puis tout ça, mais ils ont moins ce désir-là. Mais je pense que quelque chose que je me rends compte à chaque fois que je retourne en Roumanie, c'est que mon identité roumaine est basée sur l'identité de mes parents. C'est pas nécessairement la même identité roumaine que quelqu'un qui a grandi en Roumanie. Il y a ce décalage-là un peu de comme les choses qui marquent vraiment mes parents
par rapport à la Roumanie, c'est pas nécessairement les choses qui vont marquer les personnes qui ont été là-bas tout le long puis qui ont toujours été entourées. Un exemple de ça, c'est mes parents, ils vont souvent parler du communisme. Ils vont se rappeler de c'était comment pendant le communisme, ou des choses même, ils m'en parlent beaucoup. Pour moi, c'est quelque chose qui est comme très présent dans mon idée de ça veut dire quoi être roumain. Mais quand je vais en Roumanie, pour eux, c'est pas ça être roumain parce qu'eux, ils ont passé à autre chose. Eux, être roumain, c'est être roumain en Roumanie en 2025. Donc, il y a ce décalage-là entre ça veut dire quoi pour moi versus ça veut dire quoi pour eux. Et toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que c'est difficile, c'est un conflit? Est-ce que c'est... Mais je pense que c'est différent. Puis je pense que c'est correct que ce soit différent, que l'identité d'un immigrant du pays d'origine soit différente de l'identité de la personne qui a grandi dans ce pays d'origine-là. Puis je pense que dans les deux cas, on peut apprendre les uns des autres. Comme je connais pas trop le slang roumain ou des choses de même, je trouve ça toujours intéressant de comme apprendre des nouveaux mots quand je suis là-bas. Versus, c'est comme, à la limite, moi, je vais plus connaître des chansons roumaines traditionnelles des années 80 qu'eux, ils vont pas nécessairement entendre chez eux. Mais ça, moi, ça me fait vraiment réfléchir sur... Tu sais, moi, je me suis vraiment... En tout cas, récemment, j'ai réfléchi sur vraiment comment le Vietnam n'a jamais nécessairement quitté le nid familial. Et peut-être pour toi, comment le Congo peut-être n'a jamais nécessairement réellement quitté le nid familial. Parce que, je sais pas pour vous, en grandissant, oui, on vivait dans un pays occidental, pas avec nécessairement dans le groupe majoritaire. Mais moi, quand je sortais, en effet, là, on dirait que j'étais comme une autre personne parce que je devais socialiser avec le groupe majoritaire et donc essayer de rentrer dans la moule. Mais rentrer à la maison, les codes que j'utilisais sociales, ça marchait pas. Il fallait que je retourne en étant la petite fille vietnamienne à la maison avec les codes, les règlements de la famille traditionnelle vietnamienne. Puis, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Ouais, pour moi, pour moi aussi aujourd'hui, tout ce qui touche avec le Vietnam, ça devient beaucoup de l'intimité. C'est très intime pour moi. Par exemple, oui, Julie, c'est mon nom québécois, français, mais j'ai un prénom vietnamien aussi. Donc, les personnes qui nomment mon prénom vietnamien, c'est juste ma famille et des personnes extrêmement proches. Donc, pour moi, c'est là que ça devient le côté intime quand j'entends la langue, comment je mange la nourriture. Donc, pour moi, c'est des choses que le social, c'est vraiment avec le groupe majoritaire, mais l'intimité, il y a un autre type de rapport. Je ne sais pas pour vous si ça fait écho. J'ai beaucoup parlé, mais je veux juste dire que moi, c'est le contraire du coup. Moi, c'est Selimani, mon prénom. Je veux que tout le monde m'appelle comme ça parce que c'est une revendication. Parce qu'avant qu'on m'appelait Selimani, je pleurais. J'avais les larmes aux yeux. Par contre, j'ai un deuxième prénom qui s'appelait Gloria, et là, c'est que les intimes. C'est vraiment ce truc de non, tu vas m'appeler par mon prénom dit africain parce que c'est pas vrai que je vais encore avoir une assimilation même dans mon prénom, quoi. Donc, c'est très drôle comment nos deux prénoms ont une autre signification, mais qui se rejoignent quelque part. À un moment, j'ai commencé à me dire que je crois que j'ai vraiment une personnalité différente à chaque, dépendamment de la langue que je parle et du dialecte et avec qui je parle. Et ça, et même au sein de ma culture algérienne. C'est ça. Mais ce qui arrive aussi, je sais pas pour vos pays d'origine, mais en Algérie, on a aussi beaucoup de cultures qui se... Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je le vois comme ça, il y a beaucoup de... On a une culture commune, on a beaucoup de points en commun, mais il y a quand même plusieurs aussi cultures au sein de la même culture. Et ce qui fait qu'on dirait que j'ai toujours été un peu habituée aussi à switcher les codes, même quand j'étais en Algérie. Mais aujourd'hui, on dirait que je dois me rajouter encore une nouvelle identité encore. Là, ça fait que j'en ai plusieurs. C'est intéressant l'aspect de changer les codes, parce que pour moi, je réalise que je pensais que je changeais les codes, mais en fait, je transpose la manière comment je parle la langue vietnamienne en français. C'est vraiment quelque chose de récent que j'ai réalisé. Fait que le monde me disait, j'ai l'impression que je parle en image, mais puis je mélange beaucoup entre le passé et le présent, parce que dans la langue, c'est comme ça qu'on parle. Fait que là, le monde disait que je parlais vraiment mal en français, finalement. Mais après, en réalisant, je suis comme non, c'est juste la manière comment la langue joue dans la manière comment on conçoit le monde, comment on parle du monde. Et moi, je réalise que finalement, aujourd'hui, ça a vraiment incarné sur qui je suis, mais ça n'enlève pas non plus que... moi, je me considère aussi québécoise, malgré tout, mais ça fait partie de moi. Comment je le transpose, cette langue-là. Comment je l'incarne aussi dans mon corps, dans mes agissements. Je ne sais pas pour vous, est-ce que
Moi, je vais rebondir à quelque chose que tu as dit au niveau de la langue. Je trouve que des fois, c'est comme... je vais avoir plus de facilité à parler de certains sujets dans une langue en particulier. C'est toujours dommage quand l'autre personne ne parle pas cette langue-là parce que je suis comme, par exemple, quand je peux parler de mes émotions, je suis vraiment plus confortable de parler de mes émotions en roumain. Puis des fois, c'est comme, je suis en train de parler avec quelqu'un, puis j'aimerais ça pouvoir lui dire la chose en roumain, mais la personne ne veut pas comprendre le roumain. Ou des fois, je suis comme, je suis tellement drôle dans telle langue, you're missing out. Ça me fait pas idée à quel point je suis drôle dans d'autres langues. Je suis drôle en français aussi, mais je suis vraiment drôle dans d'autres langues aussi. Moi, c'est le contraire. Il y a certaines émotions avec lesquelles je suis juste pas capable de m'exprimer en kabyle, qui est la langue d'origine, que je vais juste explorer qu'en anglais ou qu'en français, et vice-versa. Si jamais justement il y a une pandémie qui dure 20 ans et que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine, est-ce que votre identité qui provient justement de ce pays-là, est-ce qu'elle perdure toujours? J'aimerais répondre à ta question. Donc aujourd'hui, en 2025, je crois que oui, grâce aux réseaux sociaux, grâce surtout les réseaux sociaux, grâce à Internet en général. Si on continue à utiliser notre langue, si on continue à manger notre nourriture, et si on continue à juste vivre avec les codes de notre culture d'origine, et c'est ça, que ce soit à travers tout ce que je viens de citer, ou la musique aussi. Particulièrement la musique, je crois que si je peux parler pour moi, ce qui me relie beaucoup à ma culture d'origine, ici, ce qui me permet de la revivre quand elle me manque, c'est vraiment en écoutant la musique et en la partageant aussi, cette musique-là, avec d'autres membres de ma communauté. Donc je crois que c'est possible aujourd'hui avec toute la technologie. Mais si on devait poser cette question-là, vraiment, si cette question-là se posait, mettons, dans les années, je dirais, je sais pas, 1900, parce qu'il n'y avait aucune forme de technologie. C'est ça. Je dirais que ça aurait pas été possible, et juste à un certain niveau. Si, comment ils ont fait alors les personnes brésiliennes qui ont toujours la même culture des Yoruba que les personnes nigériennes? Ils n'avaient pas les réseaux sociaux et pourtant c'est resté. Donc, en tout cas, moi, pour répondre à cette question, c'est oui. Même s'il y a une pandémie de 40, 50, 100 ans, c'est clair et net que moi, le Congo coule dans mes veines. Je ne peux pas vivre autrement. Déjà, j'ai un rapport très compliqué avec la nourriture occidentale, donc je ne mange majoritairement que des plats africains, en tout cas. Comme je vous ai dit, l'objet de ma recherche, c'est le Congo. Au-delà de ça, je me considère aussi comme panafricaniste, donc j'ai vraiment le besoin d'être en contact. Et donc, je répète, je pense que tout part de l'affect, tout part de encore ce sentiment d'amour, d'attachement. Même si les réseaux sociaux se terminent, même si tout ça, je ferai tout pour maintenir le peu de liens que j'ai en écrivant, en racontant 1001 fois comment ça s'est passé avec les Belges, comment ça s'est passé avant les Belges, parce que c'est au-delà de ça. Pour moi, c'est au-delà de ce qu'on me donne, c'est ce que j'ai déjà et comment je vais le fructifier avec les autres et même avec moi-même. Donc, voilà. Ce que tu dis est vrai, mais la différence, c'est que dans ce cas-là, tu garderais... Le fait d'être complètement coupé te permettrait, oui, peut-être de garder ce que tu as déjà, ta culture, mais pas d'avoir des mises à jour, d'avoir des updates un peu. Non. Dans ce sens-là. En fait, est-ce que la question c'était... Parce que la culture aussi, de l'autre côté, évolue. Donc, Et la question c'était, est-ce qu'on va la garder ou est-ce qu'on va la faire évoluer? Déjà, s'il y a une espèce de coupure, de manière interne, ton cerveau continue toujours à produire des réflexions, donc tu peux la faire perdurer, mais sinon, l'idée de culture qui fluctue, elle peut se faire aussi par rapport à nous. Donc, les personnes qui ont été réduites en esclavagisme et qui ont été dans différents continents, ils ont dû le faire comment? Par leurs propres moyens, par rapport en interne, après à l'externe. Donc, moi, 50-100 ans, congolaise à vie, donc voilà. Je pense que pour rebondir un peu sur ça, pour moi, c'est un acte d'amour, c'est un acte de nostalgie, c'est un acte de respect aussi, de comme préserver la culture. Mais je pense que comme par défaut, préserver la culture,
il y a cet attachement-là à c'est quoi la culture qu'on connaît, c'est quoi la culture qu'on a dans notre tête. Peut-être que c'est un peu plus rigide, préserver la culture versus faire évoluer la culture. C'est sûr que si on est séparé pendant 20 ans du pays d'origine, on est plus pris dans le passé. Après ça, si on est séparé pendant 100 ans, 200 ans, un bon exemple de ça, ça peut être justement le Québec versus la France. Sur des centaines d'années, éventuellement, il y aura un embranchement. À court terme, sur 20 ans, j'ai vraiment pas peur. Je pense que c'est plus quand il y a différentes générations, une après l'autre. C'est là qu'au fur et à mesure, chacune des générations va passer quelque chose à la prochaine, mais par défaut, ça va aller dans une autre direction, puis ça va s'amalgamer avec ce qu'il y a sur place. Fait que si justement on est séparé du pays d'origine pendant 100 ans, ça va être une nouvelle forme de culture canadiano, insert le pays qui va exister, puis qui va être différent du pays d'origine, mais les deux peuvent coexister. Très bien, ben, je pense qu'on va conclure là-dessus. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de vous être déplacé et de partager votre expérience de cette manière-là. Je trouve ça super enrichissant. Donc voilà, merci. Merci.